La dernière information, je crois, concernant la guerre entre l'Iran et les États-Unis, c'est qu'on a appris, d'après Fox News, que le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a informé Donald Trump dans la salle de crise d'une possible frappe finale contre l'Iran. Alors Ted, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment tu comprends la situation? On a l'impression que quelque chose d'important va se produire très bientôt, une nouvelle phase de guerre. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, si on va revoir une période d'une quarantaine de jours, ou peut-être plus, ou bien comme ils disent, le coup final. Je ne sais pas. Quelle est selon toi la situation actuelle? J'ai vraiment du mal à comprendre l'état d'esprit qu'il y a derrière tout ça. J'imagine que ces militaires, enfin la plupart d'entre eux, sont au moins en pratique compétents. Certains plus que d'autres, bien sûr. Mais je pense qu'il faut quand même comprendre une chose. Ils ne vont pas mettre l'Iran à genoux. Alors, je ne sais pas ce qu'ils comptent faire. Parce que s'ils frappent des installations électriques ou des infrastructures critiques en Iran, ça va forcément provoquer des représailles. Et là, franchement, je ne vois pas comment Israël et les États-Unis pourraient gérer ça. Les bases américaines dans le Golfe Persique fonctionnent déjà à peine. La plupart des gens qui y étaient ont dû partir. Ils ne peuvent plus les protéger. Je ne sais pas vraiment ce que l'Iran ferait, mais probablement qu'il continuerait, vous voyez. Les points névralgiques de ces bases, beaucoup ont déjà été détruits, donc leur utilité réelle est bien moindre, même s'il reste encore pas mal de bâtiments debout. Mais bon, l'une des choses qu'ils peuvent faire, c'est simplement infliger plus de dégâts généraux à ces bases. Et puis, l'autre chose, qui serait évidemment grave pour les Israéliens, ce serait que l'Iran reprenne ses attaques à grande échelle contre Israël. Et je m'attendrais à ces deux scénarios. Donc, je ne vois pas très bien ce que pourrait être une escalade de cette attaque. J'ai lu un article ce matin disant que les Américains venaient de livrer à Israël un chargement d'environ 11 000 tonnes de matériel militaire. J'imagine qu'une bonne partie ce sont des bombes classiques et d'autres équipements du genre. Mais honnêtement, je n'en sais rien. Vous savez, ça veut simplement dire qu'ils vont avoir des choses à larguer sur l'Iran. Mais encore une fois, où vont-ils les larguer? C'est très difficile de voir en quoi ça pourrait vraiment changer la donne sur le plan militaire. Les infrastructures essentielles dont l'Iran a besoin pour continuer la guerre sont toutes souterraines. Et rien ne prouve que ces structures soient vulnérables à des attaques venues de la surface. Il y a, oui, des dégâts limités, des dommages aux entrées, bien sûr. Mais ces installations ont été très bien conçues. Si une entrée est endommagée, il y en a une autre qui reste utilisable. Donc franchement, je ne vois pas comment. Il me semble que si on évaluait la situation de manière réaliste, on se dirait qu'on est dans une phase finale et qu'il vaudrait mieux essayer de régler ça de façon constructive. C'est comme ça que j'évaluerais la situation. J'ai aucune idée de ce que ces gens sont en train de faire. Vous savez, je plaisante parfois en disant que non seulement je ne comprends pas ce qu'ils pensent, mais je ne suis même pas sûr qu'ils pensent vraiment. C'est ce genre de situation. Alors oui, peut-être qu'il y aura une grosse attaque. Ça ne me surprendrait pas. Mais je ne serais pas surpris non plus s'il n'y avait pas de véritables conséquences. Mais en tout cas pas sur le plan militaire. Il y aura peut-être encore des civils tués, ce qui est évidemment très regrettable. Mais je ne vois pas comment ils pourraient causer de vrais dégâts militaires importants. Ce n'est tout simplement pas à leur portée. Donc à mes yeux, s'ils passent à l'action, la seule chose qu'ils obtiendront, c'est la fin du cessez-le-feu. Et ça, c'est pas dans leur intérêt. Vraiment pas. Ted,
vu ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et quand on entend quelqu'un comme le général Keith Kellogg dire qu'ils pourraient aller sur l'île de Karg parce qu'ils veulent réduire la capacité de l'Iran à exporter du pétrole. Alors parlons de cette île de Karg, une île située à l'ouest du détroit d'Ormuz. Ce n'est même pas tout près du détroit d'Ormuz. Mais son argument, c'est « prenons cette île et mettons la pression sur l'Iran et sur son économie. » Parce que, selon moi, l'administration Trump en est arrivée au point où le blocus ne fonctionne plus. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il cherche une autre option. Et là, ce dont parle Keith Kellogg, c'est justement cette idée d'envahir l'île de Karg pour peut-être faire pression sur l'Iran. Mais militairement, comment une telle option peut-elle être raisonnable ou même simplement viable pour eux? Eh bien, l'argument que je ne trouve pas juste, c'est que ça poserait des problèmes économiques à l'Iran, qu'il n'aurait plus la capacité de produire et de vendre autant de pétrole qu'avant. Mais enfin, et alors? Les Iraniens sont plutôt coriaces, vous le savez bien, et ils sont dans une guerre pour leur survie. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Et à vrai dire, je suis d'accord avec eux. Mais vous savez, c'est pas comme ça qu'on va les faire plier. Ils ont une société très développée, très sophistiquée. Ils ont derrière eux des milliers d'années de culture. C'est absurde de penser qu'ils vont céder. Non, ce qu'ils vont faire, c'est riposter. Nous, les Américains, nous allons les laisser, et les Israéliens ne leur laisseront pas d'autre choix que de continuer à infliger des dégâts terribles à l'économie mondiale. Et bien sûr, ça causera d'énormes dommages aux États-Unis, d'énormes dommages à Israël, mais surtout au reste du monde. Et vous savez, je pense qu'on risque de voir des famines à l'avenir à cause de toutes les pertes d'engrais qu'on observe. On va aussi subir de lourdes conséquences sur les capacités de production industrielle, sur la fabrication de haute technologie, les puces et tout ça, à cause du manque de matériaux spéciaux comme l'hélium. Vous savez, c'est... Les conséquences de tout ça sont profondes et vraiment très très vastes. Mais je n'ai pas l'impression que les gens à la Maison-Blanche comprennent ça. Soit ils le nient, soit il y a tout simplement personne qui... Enfin, vous savez, ces gens vivent dans une bulle. Et d'ailleurs, c'est vrai pour la plupart des responsables politiques. C'est un problème général. J'en ai déjà parlé parfois dans votre émission. Parce que vous savez, je rencontre ces gens et ils pensent savoir des choses parce que quelqu'un dans les services de renseignement leur a dit quelque chose. Mais moi, j'ai eu accès aux renseignements. J'avais toutes les autorisations, à tous les niveaux. Et laissez-moi vous dire, si vous ne le saviez pas avant, certaines informations précises peuvent vraiment être utiles. Tu sais, ça peut être utile. Oui, quand tu fais ton travail. Mais si je veux savoir, par exemple, quelle est notre meilleure estimation du poids du missile Sarmat? Parce que bon, je fais une analyse, j'essaie de comprendre quelque chose. Eh bien, en général, pour comprendre le monde, tu n'obtiens pas ça dans les briefings des services de renseignement. D'abord, les briefings généraux sont complètement idiots, parce qu'ils sont influencés par toutes sortes de préjugés bureaucratiques et internes. Donc au final, tu n'en tires rien. Si tu veux lire quelque chose sur l'Iran, tu ne lis pas les rapports du renseignement. Tu lis des livres sur l'Iran, écrits par des auteurs qui connaissent vraiment le pays. Et la seule façon d'y arriver, de vraiment s'instruire, c'est de lire des ouvrages ouverts et de comprendre ce qu'ils veulent dire. La plupart de ces gens, dans les postes gouvernementaux, ne comprennent rien du tout. Vous savez, j'ai eu une conversation la semaine dernière avec la présidente directrice générale du Bulletin of the Atomic Scientists. C'était incroyable. Cette femme ne comprenait rien. Et non seulement elle ne comprenait rien, mais en plus, ça ne l'intéressait pas.
J'ai vraiment perdu mon calme. Et je sais qu'elle a cru que c'était juste parce que j'étais de mauvaise humeur en général. Mais j'ai perdu mon calme parce qu'elle était totalement indifférente pendant cette discussion. Elle ne savait rien. Elle avait organisé la réunion sans rien lire. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle lançait. Ma femme, qui est cadre supérieur, tu sais, quand elle a entendu comment cette réunion s'était déroulée, sa première réaction a été « Dans le poste que j'occupais, tu te ferais virer si tu menais une réunion de cette façon. » Arriver à une réunion sans rien savoir, sans avoir rien lu, sans aucune préparation. Et pourtant, c'est quelqu'un qui travaillait au gouvernement. À mon avis, si les démocrates reprennent la Maison-Blanche, elle retournera au gouvernement dans un poste toujours sans rien savoir, indifférente aux faits réels. Et tu sais, c'est courant. Ce n'est pas rare du tout. Ce qui est rare, c'est de rencontrer quelqu'un comme Chas Freeman qui vient d'une autre génération. Quand tu écoutes Chas parler, tu vois tout de suite à quel point c'est quelqu'un d'érudit et de cultivé. Il n'a pas appris ça au gouvernement. Il a appris ce qui se passait à l'intérieur du gouvernement. Il comprend comment fonctionne le système, ce qui s'y joue. Ça, on l'apprend quand on est dans le gouvernement. Mais toute cette érudition, ça ne vient pas de là. Rien de tout ça ne vient du gouvernement. Et donc vous avez ces gens, ils se parlent entre eux, ils croient savoir quelque chose. Mais en réalité, ils ne savent rien. Vraiment rien du tout. La Maison-Blanche, c'est un cas particulièrement extrême de ce phénomène. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand on regarde, vous savez, les démocrates, les sénateurs républicains, les membres du Congrès, la plupart sont largement ignorants. Ils sont justes. Enfin, leurs équipes sont en grande partie ignorantes. Et parfois, on tombe sur quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Bien sûr, il y a de bonnes personnes dans ces postes, mais elles sont rares, parce qu'en réalité, la plupart ne sont pas vraiment bien formés. Ils n'ont pas ce bagage, cette culture de fond. Et ça vient de l'éducation, mais aussi d'une curiosité naturelle, d'un vrai désir de comprendre. Il faut avoir cette ouverture, cet apport intellectuel. Vous voyez, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, Schopenhauer a une expression, il parle de l'idiot de Schopenhauer. Il décrit les idiots comme des gens qui peuvent être instruits, qui peuvent même être considérés comme intelligents selon les critères habituels. Vous savez, ils savent faire des calculs, ils savent lire, ils se souviennent des faits historiques, mais ce sont des idiots, parce qu'ils n'ont ni la capacité, ni la volonté, ni même le caractère, comme ils le diraient parfois, d'ouvrir leur esprit et leurs yeux sur le monde qui les entoure. Ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'il y a dans leur bulle, et ils ne regardent jamais au-delà. Et lui, il soutient que la plupart des gens sont, en gros, des idiots sur le plan pratique. Et on le voit bien. Je crois que j'en ai déjà parlé quelque part, je ne sais plus si c'était ici. Mais vous savez, j'ai eu une réunion avec McGeorge Bundy, très tard dans sa vie. Et ce type, franchement, il ne te regardait même pas quand tu essayais de lui parler. Vraiment, il ne te regardait pas. C'était comme si tu n'étais même pas dans la pièce. Alors oui, c'était quelqu'un d'intelligent, dans le sens où il avait une certaine capacité intellectuelle, mais dans les faits, c'était un idiot. Et bien sûr, ses politiques étaient tout aussi idiotes dans la pratique. Pourtant, c'est quelqu'un de très compétent si on se limite aux critères simples de compétence, pas aux critères plus larges. Et la plupart des autres ne sont même pas à ce niveau-là. Ils ne sont même pas bien formés. Tu vois, ils vont dans des écoles prestigieuses, mais ils y apprennent rien. Ils passent leur temps à se féliciter entre eux, persuadés d'être plus intelligents que tout le monde. Ils pensent tout savoir, se prennent pour des experts, alors qu'en réalité, ils ne savent même pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et quand on prend un peu de recul,
C'est vraiment sidérant. Alors, qui sait ce que ces officiers militaires comprennent vraiment? Et bien sûr, ils subissent une pression énorme. On ne peut pas aller voir ce type Trump et lui dire « Écoutez, Monsieur le Président, c'est absurde. On ne peut pas faire ça. Il n'y a rien d'utile, militairement parlant, qu'on puisse faire. » Si vous entrez là-dedans et que vous dites ça, vous êtes viré. Et vous savez, certains tiennent tellement à faire le travail qu'ils en oublient pourquoi ils ont le poste. On a vu d'excellents officiers militaires se faire renvoyer par ce type, Hegseth. C'est exactement le genre d'officier qu'on veut, que je veux, dans l'armée américaine. Mais tu vois, ils en ont payé le prix simplement parce qu'ils ont dit « Écoutez, je vais vous donner la meilleure réponse possible, mais ce sera la vérité. » Et là, on leur répond « Désolé, j'ai pas envie d'entendre ça. Vous êtes virés. » Alors, qui sait vraiment ce qui se passe dans ces salles de briefing, tu vois, avec le président? Impossible de le savoir. Trump est clairement complètement déconnecté. Il y avait un petit article, d'ailleurs. J'y passe pas beaucoup de temps, parce que je considère pas que ce soit une information vraiment utile pour ce que je fais. Mais je lisais juste un article, basé sur des discussions internes. Et je pense que ces discussions sont bien réelles. Et vous savez, ce rapport en particulier, enfin cet article disait que Trump ne se compare plus à Washington ou à Lincoln en tant que président. Maintenant, il se compare à Alexandre le Grand et à Napoléon. Vous voyez ce que je veux dire. Je sais bien qu'il a un problème, on le savait déjà. Mais là, il se passe autre chose. Il y a une sorte de détérioration mentale, sérieuse, importante, qui va encore plus loin que ce qu'on avait déjà constaté. Et c'était déjà grave. Alors, qui sait ce qui se passe pendant ces réunions d'information? J'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est un vrai problème. Personne, au sein du gouvernement américain, ne veut se lever et faire quelque chose à ce sujet. Personne qui soit en position de changer les choses. Pas encore, en tout cas. Ted, sorry for interrupting you. If they decide to... Ted, s'ils décident d'attaquer à nouveau l'Iran, comment tu vois la situation du stock américain? Parce que tu as parlé d'envoyer des armes, des missiles à Israël ou des bombes à Israël. Mais qu'est-ce que tu penses de ces informations, par exemple sur CNN, qui disent que dans certains domaines, tu sais, en ce qui concerne les JASSM, les intercepteurs THAAD, les Patriotes, les PAC-3, et notre ami de ce podcast, Larry Johnson, pense que la situation est bien pire que ce qu'a rapporté CNN. Ça ne me surprendrait pas. Je pense que Larry est très bien informé. Wouldn't surprise me. I think Larry is very informed, and I haven't been focusing on that, although I've been listening. Je ne me suis pas vraiment concentré là-dessus, même si j'ai écouté. Et j'ai très peu de doutes. On manque clairement d'armes, mais certaines de ces armes ne comptent pas vraiment. Par exemple, les Patriots PAC-3, ils ont quasiment aucune capacité d'interception contre les missiles balistiques. Donc, le fait qu'ils soient presque à court, c'est en réalité sans importance, notamment pour les Israéliens. Ce qui pourrait être important pour eux, ce sont les intercepteurs du dôme de fer. Eux non plus ne servent à rien contre les missiles balistiques iraniens, mais ils sont efficaces contre les drones. Le problème, c'est qu'ils ont épuisé la plupart de leurs intercepteurs du dôme de fer en tirant sur des missiles qu'ils n'avaient aucune chance d'intercepter. Là, ils ont commis une erreur stratégique. Je pense que la majeure partie des dégâts surviendra une fois que les choses auront repris. Et tout indique que ce sera le cas. À un moment donné, on va de nouveau voir les Iraniens lancer des attaques contre Israël et ailleurs. Et à mon avis, avec le temps, l'essentiel des dégâts viendra des drones. Les ogives sont plus petites, mais elles sont beaucoup plus précises. Il y en a un grand nombre. Et sur la durée, on peut infliger énormément de dégâts avec ces ogives plus modestes, mais très efficaces. Sans parler de ce qu'on peut faire avec les missiles balistiques, qui sont eux aussi puissants,
même s'ils sont un peu moins précis. Donc, je pense qu'Israël va traverser une période vraiment difficile une fois que le cessez-le-feu prendra fin. Ce qui m'inquiète avec Israël, c'est que la direction politique est tellement folle qu'à un moment donné, il pourrait en arriver à un point, pas tout de suite, mais avec le temps, où, s'ils commencent à perdre et que ça devient évident pour leur propre population, ils se sentent poussés à envisager d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Je ne crois pas que les Iraniens, enfin, c'est une situation étrange, et toute cette peur qu'on agite autour d'un Iran qui utiliserait l'arme nucléaire contre d'autres États. J'ai plutôt l'impression que jusqu'à présent, les Iraniens ont été très réfléchis sur ce sujet. Bien sûr, maintenant que les Américains et les Israéliens ont éliminé une grande partie de l'ancienne direction, il y a une nouvelle génération de dirigeants, plus jeunes, qui pourraient être plus radicales. Et ça, c'est vraiment potentiellement problématique, parce qu'il est clairement dans l'intérêt de l'Iran de ne pas construire d'armes nucléaires, mais plutôt d'être en position de pouvoir le faire. Par hasard, il y a quelques jours, je discutais avec un vieil ami que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Il se trouve qu'il avait été en Iran, il y a pas mal d'années, pendant les négociations sur le JCPOA, et qui avait joué un rôle assez important. Il m'a raconté une conversation qu'il avait eue avec Mohammad Zarif, le négociateur du JCPOA, un homme très érudit, vraiment quelqu'un de remarquablement instruit et sophistiqué. Et cet ami m'expliquait comment Zarif lui avait décrit les raisons pour lesquelles l'Iran ne devrait pas posséder d'armes nucléaires, en reprenant exactement le raisonnement que je viens de vous exposer. En fait, ce qui m'a lancé dans cette discussion avec mon vieil ami, c'est que je lui expliquais pourquoi, selon moi, ce n'était pas dans l'intérêt de sécurité de l'Iran. Et il m'a répondu, « Eh bien, c'est exactement ce que Zarif m'a dit. » Zarif avait tout analysé en détail. Et ça ne m'étonnerait pas que Zarif et d'autres soient les architectes de cette politique. Une fois que le JCPOA a été abandonné, cette politique consistant à enrichir l'uranium jusqu'à 60%, comme une menace potentielle pour devenir un État sur le point d'avoir l'arme nucléaire, eh bien, ça ne me surprendrait pas qu'il ait joué un rôle dans cette stratégie, qui est une stratégie brillante. L'idée, c'est de dire, regardez, nous ne voulons pas devenir un État doté de l'arme nucléaire. Vous pouvez le voir, nous avons les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ici. Ils surveillent. Ça ne nous dérange pas. Mais vous savez, on a ces capacités maintenant. Et si on en a besoin, on peut s'en servir. Simplement, on ne veut pas le faire. C'est donc une très bonne position à avoir. Et je pense que, justement, ce dont je voulais parler un peu aujourd'hui, c'est du fait que cette position reste valable. Et l'Iran, eh bien, la chose la plus intelligente que les États-Unis ou l'Occident puissent faire, c'est de reconnaître la réalité du potentiel iranien. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut pas le faire disparaître à coups de bombe. Tout est dans des grottes, dans des tunnels. On ne peut pas tuer assez de scientifiques pour arrêter ça. C'est un pays riche en scientifiques, en gens talentueux. L'expertise est là, et elle continue de se développer. Alors il faut le reconnaître, et il faut composer avec. Et vous avez en face un pays qui, au fond, veut simplement qu'on arrête de l'attaquer. En échange, ils ne vont pas construire d'armes nucléaires, même s'ils veulent garder la possibilité de le faire. Et ça, vous n'allez pas pouvoir l'empêcher. Alors, il faut conclure un accord, parce qu'à un moment donné, s'ils décident de fabriquer ces armes, tout le monde va en payer le prix. Tout le monde. Les Israéliens vont se retrouver face à une Arabie saoudite nucléaire, à la Turquie, à l'Égypte. Ce ne sont pas seulement les Iraniens qui sont assez lucides pour comprendre qu'ils ne veulent pas de ça, mais les Israéliens.
On dirait qu'il n'y a pas de deuxième étape dans leur raisonnement. C'est un peu comme quand on discute avec ces gens à Stanford, mon endroit préféré pour donner des coups. Ils parlent de choses et on leur dit toujours « Quelle est la prochaine étape ?» Tu vois, Mike McFaul, tu veux te débarrasser de Poutine. Mike McFaul, you want to get rid of Putin. Well, what happens next? I don't know. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, tu parles de quelque chose. Tu parles de politique. Tu ne réfléchis pas à ça? Enfin, tu es censé être un type de la politique, non? Tu cours partout, mais tu ne penses pas à ce que signifie une suite d'événements. Le monde, c'est une suite d'événements. Ça se déroule tout le temps, juste devant toi. Et c'est ce genre de raisonnement, tu vois? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on risque d'avoir en Iran des dirigeants avec la même vision à court terme. Et eux, ils pourraient changer de politique et se lancer dans la fabrication d'armes nucléaires. Et ça, ce serait mauvais pour l'Iran et pour tout le monde. Mais tu vois, les Américains continuent à ne laisser aucun choix aux Iraniens. To provide no choice for the Iranians.